BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31 en ce mardi soir, très heureux de vous retrouver et très heureux de vous accueillir sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Que vous soyez avec nous à la télé, à la radio, bienvenue. Je vous rappelle aussi qu'après la diffusion de cette émission, vous pouvez nous retrouver. Les replays et les podcasts sont là pour ça et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en différé et on vous en remercie chaleureusement. Avec au sommaire ce soir de Tech & Co, la quotidienne, eh bien, on va revenir sur cette levée de fonds incroyable. 1 milliard de dollars levé par Amil Labs, la nouvelle start-up de Yann Lequin, concentrée sur une intelligence artificielle un peu différente. On va tout vous expliquer dans un instant. On parlera aussi de l'actualité de télécom chaude du moment, la vente de SFR. Où en est-on ? Visiblement, ça avance doucement mais sûrement. On fera le point. Et puis tout à l'heure, je recevrai un développeur qui est aussi hacker à ses heures et qui a réussi à pirater, écoutez bien, 7000 robots DJI, les aspirateurs robots. D'ailleurs, il a été récompensé par DJI, par son hack. Il nous racontera cette histoire incroyable tout à l'heure. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et évidemment, le débrief de l'ActuTech, c'est pour débuter, c'est pendant 1 heure. On revient sur toute l'actualité tech du jour, avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Amélie Charnet, qui nous fait l'amitié d'être là. Salut Amélie. Bonsoir. Ravi de te retrouver Amélie. Amélie qui viendra nous voir de plus en plus souvent, parce que maintenant, Amélie, c'est notre cousine. Ah, j'allais dire qu'on était frères et sœurs, moi. Ben voilà, on est cousins, frères et sœurs, puisque tu es journaliste à La Tribune. Et rappelons que La Tribune fait partie du même groupe, CMA Média, que RMC et BFM. Et ton expertise dans les télécoms, ainsi que pour beaucoup d'autres journalistes à La Tribune qui connaissent la tech par cœur, c'est un vrai plus aussi pour nous, pour Tech & Co et la rédaction de BFM Business. Amélie, on va parler avec toi dans un instant de toute l'actualité, notamment le dossier SFR que tu suis avec beaucoup d'acuité, on va dire. Thomas Serval est là aussi ce soir. Salut Thomas. Bonsoir. Thomas Serval, PDG de Barracoda, spécialiste de la tech. Tu as travaillé chez Google, mais aussi dans les télécoms. Tu es maintenant spécialisé dans la e-santé. Merci d'être là. Et Michel Lévy-Provençal est avec nous ce soir. Salut Michel. Salut François. Michel qui est prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et on va commencer donc par cet événement dans le monde de l'IA, le lancement d'Ami. C'est la nouvelle start-up de Yann Lequin pour inventer tout simplement la prochaine génération d'intelligence artificielle. Rien que ça, c'est l'ambition de Yann Lequin, le pionnier français de l'IA qui, quelques mois après avoir quitté Meta, dévoile officiellement aujourd'hui cette entreprise basée en France, c'est important de le signaler, et qui veut repenser l'architecture même de l'IA telle qu'on la connaît. Les explications d'Anthony Morel et après, évidemment, on va décortiquer tout cela. Yann Lequin veut d'une certaine manière réinventer l'IA, ou en tout cas réinventer l'architecture de l'intelligence artificielle telle qu'on la pratique aujourd'hui. Il l'a toujours dit, il n'en a pas fait mystère, que les modèles d'IA génératifs qu'on utilise aujourd'hui, les modèles de langage type ChatGPT, Gemini, c'est très bien, mais ça a des limites. C'est-à-dire que si on veut à un moment que l'IA soit plus performante que le cerveau humain, c'est pas la piste à explorer. Ces IA, elles sont très fortes pour analyser le langage, mais ce qu'il faut faire l'étape d'après, et c'est la conviction d'Yann Lequin, c'est des IA qui sont capables d'appréhender le monde physique, le monde réel. Et pour ça, il faut qu'elles apprennent complètement différemment. Ce sont des IA, ce qu'il appelle des world models, des modèles de monde en fait, qui vont être entraînés sur de l'image, sur de la vidéo, sur du son, à partir de données issues de capteurs également, et qui vont apprendre un peu comme apprendrait un enfant humain finalement, en tâtonnant, en apprenant, en raisonnant, en apprenant à raisonner, en apprenant les conséquences de ses actes aussi, ce qui permettrait d'avoir des IA qui fonctionnent un petit peu finalement comme un cerveau humain et qui seront capables, par exemple, de planifier des tâches extrêmement complexes. On va pouvoir les intégrer dans des robots, dans des voitures autonomes, dans des systèmes d'agents IA extrêmement perfectionnés. Bref, la prochaine génération d'intelligence artificielle, ce sera ces world models. En tout cas, c'est la conviction de Yann Lequin. Voilà, la révolution de l'intelligence artificielle serait-elle européenne et française avec Amil Labs. Écoutez, c'est pas encore gagné cette histoire-là, puisque en fait ce que songe Yann Lequin, ce qu'il imagine pour cette intelligence artificielle de nouvelle génération, c'est encore un concept.
Alors, évidemment, on va parler de cette levée de fonds, etc., mais on en est au tout début de l'histoire. Michel, j'imagine que tu as suivi avec intérêt cette actu. Aujourd'hui, $1 milliard de levée. Je crois que c'est une première pour une boîte européenne, une start-up européenne, je crois. Oui, c'est la plus grosse levée en seed qu'on ait connue. Alors, après, la nouvelle, c'est la levée de fonds. C'est pas la création. Non, bien sûr. Parce que effectivement, quand il était parti de Meta, il avait réussi à attirer Alexandre Lebrun, ancien de Nabla, en tant que CEO de l'entreprise. Qu'on connaît bien ici à Tech & Co, puisqu'il venait de temps en temps débriefer l'actu chez nous. Très sympa. C'est un ancien, effectivement. C'est un des papes de l'IA aussi en France, Alexandre. En fait, le truc, comme on l'a très bien vu ici, c'est que c'est un peu le leitmotiv de Yann Lequin, cette idée de développer une nouvelle forme d'IA, ce qu'il appelle les architectures JEPA, c'est-à-dire des world models, changer complètement l'architecture, passer du LLM à une IA qui est capable finalement de comprendre les environnements physiques en particulier. Et parce qu'en ligne de mire, ce qu'il a, c'est pas simplement l'IA, c'est la robotique. Et c'est là, probablement, qu'on retrouve la valorisation qui est assez folle, parce qu'ils sont 12. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de revenus. Et ils sont valorisés plus de 3 milliards et demi. Et ils ont refusé des investisseurs, en fait. Et ils ont refusé des investisseurs. Donc, non, écoutez, pas maintenant, peut-être plus tard. Revenez nous voir. C'est un pari fou. Surtout dans ce contexte où l'argent est plus difficile à aller trouver, quoi. Après, il y a une vraie question qui se pose, peut-être on en parlera, sur la question de la souveraineté, parce que beaucoup parlent de souveraineté avec cette opération. Est-ce que, enfin, tu l'as dit d'ailleurs, ça va être une IA européenne? Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous les détails sur les investissements, mais les investisseurs ne sont pas tous européens. Et je crois que la majorité d'entre eux sont même étrangers, américains et asiatiques. Donc, à voir. On n'a pas toutes les informations pour le moment. Peut-être que tu en as. Tu vas nous expliquer tout ça. Je crois qu'il y a Jeff Bezos qui est actionnaire. Donc, grosso modo, déjà, c'est lever $1 milliard en seed, c'est du jamais vu en Europe. Il y a des raisons pour lesquelles ça n'est jamais vu. C'est que ça a historiquement jamais réussi à gagner de l'argent, de lever autant d'argent aussi vite, notamment dans des projets de seed, puisque tout le monde sait qu'il y a un projet de seed sur 10 qui réussit. Donc, quelque part, c'est un risque majeur. Bien sûr. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais par rapport à la nationalité des investisseurs, il y a 39% qui vient d'Europe, 33% des États-Unis et 27% qui vient d'Asie et de Dubaï. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun VC de la Silicon Valley. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le modèle qu'il propose n'est pas le modèle mainstream sur lequel la vallée, parce que c'est facile pour un VC de la Silicon Valley, il propose un autre chemin. Et comme toujours dans la recherche fondamentale, il y a le chemin gauche, le chemin droite. Yann, il a l'expérience de ça, parce que tout le monde oublie qu'il a traversé le désert pendant 20 ans avant d'être reconnu comme un des visionnaires. Et donc, quelque part, il refait un de ses paris qui est contre, on va dire, l'esprit du temps. Avec $1 milliard, on a quand même des moyens, mais en fait, c'est très peu. Il faut juste pour faire de la recherche fondamentale, parce qu'une des problématiques, et c'est pour ça qu'il a annoncé dans Amilab, parce qu'il avait quand même des partenariats avec Meta, etc., c'est qu'il veut avoir un autre chemin pour améliorer l'IA, parce que c'est vrai que nous qui travaillons maintenant dans l'IA générative, on voit quand même qu'il y a un effet de seuil, on voit ce que l'IA générative peut faire, puis on voit ce qu'elle peut pas faire, mais on voit aussi que les différents acteurs font non plus des LLM, comme Yann avait très vite identifié les limites parce qu'il était assez contre les LLM depuis le début. Mais en fait, c'est plus des LLM aujourd'hui qu'on a. C'est des produits hybrides qui ont des RAG, des mixtures, etc. Enfin, la notion de LLM simpliste qu'on avait vu avec ChatGPT, c'est plus du tout la réalité. Donc lui, il prend un autre chemin. Le point sur lequel je suis toujours vigilant quand il y a des aussi grosses levées, et j'en ai connu beaucoup en tant qu'entrepreneur ou investisseur, c'est les effets d'éviction. C'est-à-dire que quand Yann Lequin lève $1 milliard en Europe, notamment en tout cas 300-400 millions, il prend l'argent de tous les gens qui ont envie d'investir sur l'IA. Qu'est-ce qui se passe pour celui d'après? Parce qu'en fait, avec un Yann Lequin qui lève $1 milliard... Ouais, il sèche tout le monde. Enfin, il sèche. En tout cas, on a vu le cas... C'est un peu ce qui s'est passé avec Mistral. Exactement, Mistral, etc. Ouais. En fait, dans des marchés peu profonds, quand quelqu'un aussi brillant que Yann prend l'argent, derrière les investisseurs, même individuels, parce que en fait, pour investir chez lui, il a différents véhicules. Le ticket moyen, c'était 15 millions. Si tu avais moins de 15 millions, tu ne peux pas investir en direct.
il y avait ce qu'on appelle des SPV pour permettre aux particuliers d'investir via des fonds qui, eux, avaient le droit d'investir. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il a quand même asséché le marché. Et il faut rappeler que c'est soit le démarrage de beaucoup d'investissements dans l'IA, et ça, je l'espère, parce qu'on est beaucoup à avoir des produits très innovants qui pourraient prendre cette logique de risque deep tech. Et il faut juste s'assurer qu'il y a encore cet argent disponible, parce que maintenant, mes amis disent « moi j'ai investi dans l'IA, j'ai investi chez Yann Lequin ». Alors, côté investisseurs français, on retrouve BPI France, Dassault Systèmes, la famille Muliez, qui a mis aussi un ticket, Publicis et Xavier Niel, entre autres. Amélie ? Oui, moi, je voulais juste dire, je le trouvais remarquable de cohérence dans le temps et de constance. On parlait tout à l'heure des conférences qu'il avait tenues au Collège de France, et il y a exactement 10 ans, en fait, il y avait eu une conférence de presse juste avant où il nous avait expliqué sa vision des choses, qui est exactement celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait fait une métaphore. Donc, par exemple, toi, François, si tu te retrouves devant un précipice qui fait plusieurs dizaines de mètres de profondeur, même si tu n'as pas déjà fait l'expérience de ce précipice, tu sais qu'il ne faut pas sauter. Voilà, et donc en fait... Déjà, j'ai le vertige, donc c'est pas bon. Et ben pour lui, il faisait cette analogie-là avec l'intelligence artificielle de l'époque, mais on peut l'appliquer encore aujourd'hui au LLM, qui est qu'ils n'ont pas l'intelligence humaine d'avoir la déduction, de se dire dès 3 ans, dès tout petit, que parce que je suis déjà tombée de ma chaise, parce que j'ai une mémoire, j'ai une vision, je fais des chaînes logiques dans mon cerveau, je vais en déduire qu'il ne faut pas que je saute dans ce précipice. Et c'est pour moi une belle métaphore, et il continue toujours dans cette veine, en fait, et je trouve ça remarquable de cohérence. Juste une autre anecdote qui le montre et qu'il donne dans toutes ses conférences, c'est le temps et le coût de l'entraînement pour un enfant versus un LLM. C'est-à-dire, quelque part, un enfant, il voit pendant jusqu'à 3 ans, finalement, des flux audio, vidéo. Il stocke toute cette information dans un petit cerveau. Quand on compare ça au coût pour un LLM d'être entraîné, etc., c'est sans commune mesure en termes de consommation d'énergie, etc. Donc, derrière cette vision du monde, il y a aussi une recherche d'efficacité énergétique et mais finalement, qu'est-ce qu'il veut inventer ? Il veut inventer le cerveau humain synthétique, si on comprend bien les tenants et les aboutissants de tout ça. Oui. C'est-à-dire que pour lui, cette intelligence donc, arrive à comprendre son environnement, donc il y a tous les sens qui sont en éveil, et il y a une compréhension qui est humaine, finalement. C'est l'enjeu de tous les acteurs de l'IA aujourd'hui, dans la vallée. Sam Altman dit à peu près la même chose. Alors, il a une autre approche, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les LLM aujourd'hui, je pense que c'est toi qui le disais, pardon, les LLM aujourd'hui n'ont plus la même infrastructure, ça n'est plus des LLM, c'est très orchestré. Il y a un autre signal, moi, qui m'a frappé, c'est que je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, il ne faut pas oublier que Yann Lequin est parti de Meta, il y a quelques mois, au moment où Alexander Wang était arrivé en tant que directeur de l'IA. Oui, les deux sont liés. Oui, ouais. Il est parti à ce moment-là. Sauf que cette semaine, Meta a retiré un certain nombre de prérogatives, de pouvoirs, de responsabilités à Alexander Wang, parce que ça se passe très mal. Donc il y a aussi un signal par rapport à ce qui se passe aujourd'hui chez Meta. On ne comprend pas. Ils ont mis quasiment 15 milliards pour acheter... pour faire venir les cerveaux de l'IA. Yann Lequin est parti créer sa start-up. Meta est partenaire. Alexander Wang est mis plus ou moins dans un placard. Qu'est-ce qui se passe chez Meta, là ? Après, juste une chose, c'est vrai que Meta AI n'a jamais été flamboyant. C'est pas l'IA la plus impressionnante et la plus spectaculaire. Ils ont racheté Manus, là, il y a peu de temps, pour essayer d'aller sur le terrain du B2C, mais on ne voit pas de... Mais sous l'ère Yann Lequin, alors je ne sais pas si c'est lui qui s'occupait de Meta AI, Thomas. Alors, non. En fait, l'organisation de Meta a été très compliquée. D'abord, il faut savoir que Marc était quand même sur le métaverse, et que l'IA, il n'en avait rien à faire pendant des années. Bien sûr, oui. Et donc, quelque part, il avait le poids du corps, c'était le hardware, il a cramé 37 milliards. Et Yann avait eu la chance, finalement, d'être loin de Marc. Parce qu'en fait, chez Meta, plus tu es loin de Marc, plus ça va bien ton business. Plus Marc s'en occupe, plus il fout le bordel. Et ça fait 20 ans que c'est le cas. Donc, Yann a créé un truc formidable qui s'appelait FAIR, qui était le premier labo de recherche en France. Et il a
réussi à sortir des mathématiciens brillantissimes de l'INRIA, de tous les centres de recherche privés, et il a créé cette communauté dont était Alexandre Debrun, de chercheurs français dans l'IA. Il y a Ilan Bourreau. Enfin, il a créé autour de lui en 10 ans, mais il a toujours été très, très clair sur le fait qu'il faisait de la recherche fondamentale. Et il y a toujours, en fait, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les produits, 3 trucs totalement différents. Et donc, en fait, Meta AI, c'est un produit qui est basé sur de la recherche appliquée, qui elle-même est basée sur les travaux faits par les chercheurs de faire. Et donc, quand on jugeait Yann Lequin en disant qu'il n'a rien compris, etc., Yann, il animait une communauté. Et quand on dit animer, il n'était pas le manager, il animait comme un chef de labo qui permet aux chercheurs d'avoir des conditions de recherche optimales et qu'on leur foute la paix. Ça, c'était le job de Yann, il l'a fait, il a créé cette communauté. Maintenant, les anciens de Meta, c'est Mistral. C'est lui qui a essaimé, et c'est pour ça qu'il a trouvé Alexandre Debrun. Quand je lui ai demandé à un CEO, je voulais prendre Alexandre Debrun, il me dit non, il n'y a qu'un Alexandre Debrun, je le garde pour moi. Il a créé cette communauté des Français dans l'IA en étant une sorte de parrain. Et qui avait Laurent Soli aussi, qui était le patron de Meta. Meta, alors là, c'était Meta commercialisation. Oui, pas de contact, en fait, il a suivi pour être. Et Yann Lequin est très attaché à la communauté scientifique internationale et à l'open source. Ce qui va souvent à l'encontre quand même de certaines big tech américaines. Et donc ils se sont battus avec Marc sur ce sujet. Donc il y a 6 ans, je crois, il m'avait dit ouais, ça y est, j'ai réussi à convaincre Marc. Et donc il y a eu un grand truc chez Mark Zuckerberg à Hawaï. Et là ils ont dit on va all in dans les AI et on suit les avis de Yann. Donc Yann avait gagné avec Meta dans l'open source. C'est lui qui a forcé DeepSeek et tous ces trucs-là. Parce que s'il n'avait pas été là, aujourd'hui, on serait que sur des modèles fermés type OpenAI. Et puis, Marc a paniqué, voyant que le modèle open source, même si Llama, qui était l'invention, était le produit le plus utilisé, il n'était plus le dernier en termes de performance. Ça a énervé Marc, qui s'est dit, j'ai pas misé sur le bon cheval, il me faut un petit génie. Et c'est là qu'il a acheté Alexander Wang. Et ce qu'il voulait, et pour ça que c'est pas marché au niveau humain chez Meta, Alexander Wang, il disait, bon voilà, grosso modo, les Chinois se travaillent mieux que les Européens, ça travaille plus, c'est plus intelligent, pour résumer, et toute personne qui a plus de 30 ans, il n'a rien compris à la vie. Et donc, depuis 1 an, il fait vivre un enfer absolu à des gens très sérieux. Il y a encore quelques Français dans ce truc-là. Ils sont partis d'ailleurs, pour certains. Il y a encore quelques-uns qui tiennent la route. Il y en a qui sont partis. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore... qu'il a été un peu mis sur le côté, parce que maintenant, après avoir dit que tout le monde était nul et qu'il fallait faire, il faut sortir des produits. Parce que maintenant, les consommateurs, notamment pour les lunettes, ils ont besoin d'une AI performante. Et ils sont en train de se faire attraper par les Chinois avec Alibaba et par Apple, etc. Alors qu'ils avaient le leadership. Donc là, on sent que le départ, en tout cas la mise sur la touche d'Alexander Wang, ça veut dire que grosso modo, les équipes sérieuses de produits, dont certains Français, ont un peu repris la main. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, on va dire, le climat politique global ? Parce qu'on le voit, et Yann Lequin était quand même assez éloigné de, on va dire, des courants politiques américains et notamment de ceux de Donald Trump. Et on a vu quand même le revirement on va dire, de la posture, le changement de posture de Mark Zuckerberg, qui, avec l'arrivée de Donald Trump, tout de suite a embrassé un petit peu ces idéologies. Et j'ai l'impression que ça a été aussi peut-être une espèce de cassure. On va dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça parce que Yann Lequin, de temps en temps, tweetait là-dessus. Yann, en fait, il est prof à NYU. Les gens oublient qu'il est professeur de mathématiques et d'AI au Courant University à NYU. Donc, quelque part, il est solidaire de cette communauté scientifique qui s'est trouvée menacée par la lutte de Trump contre, on va dire, un certain wokisme, etc. Il faut voir que Trump a mis la pression économique et politique sur toutes les grandes universités. Et Yann est un des membres éminents de la communauté scientifique. Et c'est pour ça que c'est pas le CEO de sa boîte. Yann se définit et est un chercheur. Et il est heureux autour des chercheurs et il défend à chaque fois l'open source, la liberté de recherche. Il a été très influent, il est très influent autour de tout ce qui est prairie et l'excellence française en matière d'IA. Donc il a un rôle de parrain de l'IA française qui est beaucoup plus large que juste même Amilab. C'est celui qui lui permet d'avoir accès à ce talent pool qui est si rare et si cher aujourd'hui. Après, il a prévenu que ça mettrait des années et des années avant de rapporter de l'argent. Il a été très très évasif sur le retour sur investissement. Hein. Donc il sait que ça va être un peu compliqué. Ça va être long. Ouais. Bon.
En tout cas, 1 milliard. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais finalement peu, parce que j'imagine que, évidemment, cet argent va être cramé, encore une fois, par de la puissance de calcul, des data centers, etc., etc. Mais il nous tarde de voir à quoi ça va ressembler. Et on espère pouvoir recevoir Yann Lequin bientôt dans Tech & Co pour qu'il nous explique sa stratégie. Dans l'actu aussi, eh bien, on reste toujours dans l'IA, mais pour vous montrer à quel point l'IA aujourd'hui est véritablement se diffuse un peu partout dans la société, et même quand on le voit dans les conflits aujourd'hui qu'il y a géopolitiques, eh bien l'IA a son mot à dire, et il y a une espèce de bataille entre idéologies de l'IA, et ça se voit, on l'a vu avec Anthropic et le Pentagone, OpenAI qui prend la place d'Anthropic justement pour aider le Pentagone dans l'intelligence artificielle, et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir une espèce de fronde, on va dire une espèce de fronde d'employés à la fois de Google et d'OpenAI qui apportent leur soutien à la plainte d'Anthropic contre l'administration Trump. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu comme ça ces espèces de voix comme ça qui montent comme ça dans la tech, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Mais, en fait, il faut bien rappeler que ce ne sont pas les CEO de ces entreprises qui sont solidaires de Anthropic, mais bien les collaborateurs, les employés. Et pas tous, bien évidemment. Hein. Et pas tous. Alors, évidemment, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, et puis je suis le premier à le dire, Amodei est quelqu'un d'assez extraordinaire pour tenir tête comme ça à l'administration, et puis ces produits sont vraiment de très grande qualité, et puis les designs avec éthique, donc assez naturellement on se dit qu'on a plutôt envie d'utiliser les produits Anthropic que les autres produits. C'est probablement ce qui pousse un certain nombre d'employés de la Silicon Valley à suivre. D'ailleurs, sur l'App Store iOS, Claude est arrivé en première position devant ChatGPT. C'est bien la preuve qu'il y a un mouvement. En revanche, sur le long terme, je ne suis pas certain que ce pari de Anthropic soit gagnant, pour plusieurs raisons. D'abord, prendre en frontal, en frontal toute la sphère MAGA et l'administration Trump. Il a mis quand même sur liste noire Anthropic, c'est fou. Oui, ils ont déjà. Est-ce que ça va durer ? Je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, de perdre l'équivalent de 5 milliards de revenus sur l'année prochaine à cause de cette, comment on peut appeler ça, punition. Cette punition. Et puis il y a un autre point, et je ne sais pas si vous avez entendu le patron de Palantir parler lors de la dernière conférence organisée par Andreessen. C'est un personnage, Karp. Il a dit, de toutes les manières, dans les 2 à 3 années qui viennent, soit les boîtes d'IA vont se soumettre et coopérer avec les gouvernements, soit elles vont mourir. Donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quasiment le modèle chinois qui est en train de pénétrer, de contaminer. C'est-à-dire l'inverse d'une dictature, quoi. L'inverse d'une démocratie. C'est l'inverse. Oui, c'est le modèle. En fait, c'est le modèle chinois qui est en train de contaminer le monde occidental, et en particulier via l'administration Trump. C'est ce qu'on voit là. Thomas. Alors, il y a plein de dimensions dans ça. D'abord, il faut quand même savoir que toutes les innovations de l'Internet viennent beaucoup des universités, et des universités qui sont traditionnellement plutôt démocrates. Donc plutôt à gauche. Démocrate, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais plutôt autour du partage. C'est la même dynamique qu'il y a eu dans le temps dans l'open source. Il faut rappeler les racines d'OpenAI. L'open source, c'est le partage. Oui, et le partage avec la communauté scientifique pour permettre au progrès commun. C'est les brevets. Il y a d'autres choses. Il y a Wikipédia. L'essentiel de l'Internet est basé encore sur cette base collaborative. Il faut rappeler la colère d'Elon Musk qui a créé et fundé OpenAI, et qui a été OpenAI aurait dû être le projet open source de tous les gens qui voulait faire ça. Et puis d'un coup, Sam Altman s'est dit, je suis assis sur un magot et je l'ai privatisé. Et on voit bien que c'est un peu toujours la stratégie. On travaille sur la bonne foi des développeurs qui croient qu'ils vont changer le monde. Et puis quand ça rapporte du pognon, il y a quelqu'un qui ferme la boutique. Ça s'est passé sur WebKit et les navigateurs web. L'Internet s'est basé et s'est créé sur ces légers malentendus entre des approches universalistes et des approches capitalistes. Ce qui est assez paradoxal sur le modèle chinois, c'est que le modèle chinois, il est d'un côté open source, ce que n'est pas Anthropic, mais par contre, il n'est pas éthique. C'est-à-dire, quelque part, le code est disponible, mais les données d'entraînement doivent respecter des règles qui ne le sont pas. Le modèle d'Anthropic et tous les modèles fermés, ils sont fermés. Donc, par définition, ça dépend des règles qui sont établies par leurs propriétaires, donc le patron d'Anthropic, etc.,
pour voir les règles qui leur sont données. C'est pas sûr que c'est la meilleure réponse. On pourrait se dire, mais si c'est open source, tout le monde connaîtrait les règles, et à partir de là, non, on est en train de dire, on veut que ça reste fermé, mais on veut qu'il y ait des bonnes règles. Moi, je pense que, et notamment l'Europe va vouloir probablement pousser pour qu'on comprenne quel est le modèle sous-jacent, quitte à ce qu'après, on donne des limites ou pas. Donc, je ne sais pas comment ça va finir. Ce qui est clair, c'est que, en général, une confrontation se finit aux États-Unis par un settlement qui est beaucoup moins public que les médias qui le commentent avant. Anthropic, discrètement, a quand même fait évoluer ses conditions générales. Donc, pour rendre compatible, tout en restant très ferme, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'ils vont être très fermes parce que c'est bon pour l'image. C'est bon pour la partie adhésion des utilisateurs. Et ça s'est passé chez Microsoft. Il y aura une division Anthropic Enterprise qui va être différente d'Anthropic Consumer et qui donnera certains droits liés à de la souveraineté ou par la loi, parce que les Américains, il est probable qu'ils légifèrent pour forcer la communication des codes sources, comme nous, par exemple, quand on a demandé à Microsoft de fournir Windows aux armées, on était obligé, moi j'étais Microsoft à l'époque, de donner le code source. Donc il va y avoir clairement une œuvre législative pour mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité. Moi, je suis plutôt pessimiste. Je serais plutôt dans la lignée de ce que tu as dit. Et quand bien même Donald Trump quitterait le pouvoir et qu'on aurait une alternance démocrate, je ne suis pas sûre finalement qu'on reviendrait tant que ça en arrière par rapport à la situation extrême dans laquelle on est aujourd'hui, où on a une collusion comme on n'a jamais eu entre les big tech et puis le pouvoir américain. Et un pouvoir, même s'ils doivent se soumettre au bon vouloir de Trump, il y a un pouvoir de ces big tech qui est énorme, au point que la réglementation européenne, en fait, ils ne se prennent pas la peine tellement de la respecter. Parce qu'en fait, par exemple, des chercheurs européens qui veulent accéder, et normalement c'est un droit, c'est obligatoire, aux algorithmes de ces plateformes, ils n'ont jamais obtenu cet accès-là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a passé un cap, et que ça va être difficile de revenir en arrière et de faire en sorte que ces entreprises qui ont un pouvoir mondial énorme reviennent à la raison et peut-être reviennent un peu dans leur cœur de métier au lieu de faire autant de politique. La règle de ces boîtes-là, c'est qu'elles ne respectent que la loi. Si ce n'est pas la loi, ils ne la respectent pas. Pour le moment, il n'y a pas de loi qui force Anthropic à faire telle ou telle chose. Donc, pour que ça évolue, il faudra qu'il y ait le peuple souverain qui fixe les lois. La première des lois qui force ces boîtes-là à changer leur politique, c'est la loi américaine. Donc effectivement, la loi américaine va mécaniquement évoluer. Après, on sait quand même que ces produits sont des armes, en tout cas servent à faire des armes. C'est les plus gros reproches qui avaient été faits à Yann à la communauté. La première attaque en Iran a été faite grâce, à l'aide, alors évidemment pas l'Empire, mais aussi Anthropic, c'est clair. Je vous propose qu'on arrête là. Il est bientôt 20h. Petite pause, on revient en France avec l'un des dossiers chauds du moment, c'est la vente d'SFR. Amélie, tu as fait un article très détaillé sur, on va dire, les avancées qu'il y a, même si elles sont un peu timides, il y a des choses qui se passent, tu vas tout nous expliquer. Et puis je pense que Michel et Thomas auront aussi leur analyse à nous partager. Tech & Co, la quotidienne, on revient juste après cette petite pause, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, nous sommes de retour, Tech & Co, la quotidienne, chaque soir, 19h30, 21h sur BFM Business. Merci d'être là. Toujours Amélie Charnet, journaliste à la Tribune, Thomas Serval, Barracoda et évidemment Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Messieurs, dames, on repart dans l'actu et l'actu télécom avec la vente de SFR. Ça, c'est quand même un gros morceau. C'est une histoire qui va nous emmener sans aucun doute aux alentours des 2030, on va dire, parce que ça va prendre énormément de temps. En tout cas, c'est l'un des sujets d'actu du moment. Rappelons que SFR, voilà, c'est officiel maintenant, est en vente, que les 3 opérateurs français, Orange, Bouygues et Free, ont monté un consortium pour racheter
SFR et se partager en fait les actifs d'SFR, ça va être d'une complexité incroyable parce que SFR est un opérateur, a des actifs, a des choses qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, mais quand on achète, on achète tout, on achète toute la mariée, en tout cas la corbeille de la mariée. Alors non, pas tout à fait, c'est pas ça. Non, en fait, ils n'ont pas du tout l'intention de tout acheter. Ah bon? Moi, je pensais qu'ils allaient tout acheter. Non, ils ont choisi ce qu'ils voulaient prendre et donc, par exemple, ils prennent les meilleurs morceaux, quoi. Voilà. Donc il y a des périmètres où il y a que des salariés dedans et pas d'activité, que des techniciens, 3000 techniciens, ils en veulent pas. Donc. Oui, mais ils vont être obligés de le. Enfin, qu'est-ce qui va se passer de ce truc-là? Eh ben, c'est pour ça que la CFDT a fait une conférence de presse la semaine dernière pour dire qu'il y aurait des milliers d'emplois supprimés potentiellement et une grosse casse sociale, parce que en fait, ils reprennent pas tous les actifs. Donc, mais là, bon. On en est où? Parce que, évidemment, ce feuilleton ne fait que commencer. Il a débuté, c'était à la rentrée, je crois, où on a eu, enfin, même avant la rentrée, où il y avait ça fait un an. Il a débuté il y a un an. Il y a eu une offre officielle qui a été faite par le premier consortium, qui était à 17 milliards d'euros, qui a été refusée instantanément par Altice et par Patrick Drahi. Et depuis, en fait, la communication, les échanges se poursuivent avec des hauts et des bas, visiblement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors là, normalement, mais tout peut toujours échouer jusqu'au dernier moment, parce que humainement, il y a des tensions et il y a des rancœurs historiques. Normalement, on peut dire les rancœurs historiques. Oui, bah oui, entre Martin Bouygues et Xavier Niel. C'est pas l'amour fou. Voilà, même si c'est pas eux qui conduisent les négociations, c'est quand même eux qui à la fin disent OK, on y va. Et en plus, il y a des enjeux énormes financiers, mais aussi de concurrence, parce que ce qui est très particulier, c'est qu'on a 3 concurrents qui s'allient pour racheter un 4e concurrent. Très particulier, donc il faut qu'ils fassent ami ce temps-là, mais à la fin ils vont quand même à nouveau s'entre-déchirer sur le marché. Donc c'est une situation assez inédite, parce que précédemment on avait vu Patrick Drahi racheter SFR. À l'époque c'était un acteur qui rachetait un autre acteur. Là on est vraiment dans une à l'époque, situation inédite. Ouais. Et donc tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse, parce que le marché est flat. Il y a très peu de croissance en France, donc tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse. Patrick Drahi, il veut se désengager, il veut récupérer sa mise. Les autres, ils veulent augmenter les gains de synergie et faire plus de chiffre d'affaires avec les mêmes infrastructures. Et donc, ce serait quand même très étonnant que ça échoue. Et moi, je prends un pari, mais je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire là, au printemps. Alors, on posait la question à l'un des dirigeants d'Orange qui disait qu'il y avait une chance sur 2 pour que ça se fasse. Mais bon, je trouve ça pessimiste. Il prend pas trop de risques. Je trouve ça pessimiste. Non, mais il disait que c'était complexe. Oui, c'est complexe. Effectivement, et que c'était pas certain qu'ils y arrivent, mais ils estimaient qu'il y avait une chance sur 2 pour que ça arrive. Thomas et après Michel. Alors, tu connais bien cet univers-là, Thomas, rappelons-le. Raconte-nous tout, alors. Ils en sont où? Il faut rappeler que Patrick Drahi est dans les mains de ses créanciers. Donc, quelque part, lui, il ne voulait pas nécessairement vendre SFR, mais il a plus de dettes que d'actifs. Et donc, ses créanciers l'ont forcé à vendre SFR. Et ils lui ont donné 2 ans. 2 ans, si jamais il ne vend pas SFR dans les 2 ans, il en a bouffé 1, c'est les créanciers qui vont prendre la possession de SFR et qui vont vendre SFR. Donc, quelque part... Donc, c'est contractuel, finalement. Bon, en tout cas, s'il veut avoir une chance de récupérer... Ils peuvent prendre le contrôle de tout Altice France. Ouais. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que côté des acheteurs, quand on sait qu'il y a un vendeur qui la montre. On va pas y aller au premier. Enfin, c'est un jeu de poker. Je peux vous dire que oui, ça va se clôturer et que les gens vont attendre pour obtenir toutes les concessions possibles, puisque effectivement, ils n'ont pas intérêt à ce que Drahi, qui avait beaucoup de temps, il a dit non au début, parce qu'effectivement, il a 2 ans. Mais là, il n'a plus qu'1 an et on sait que le dossier est d'une complexité énorme. C'est-à-dire, quelque part, si on veut que le dossier se déboucle dans les délais qui ont été donnés par les créanciers, il faudra au moins 6 mois de fils d'avocat énormes pour qu'on arrive à démêler les aspects sociaux, les aspects technologiques, etc. Il y a eu, dans le passé, beaucoup de tentatives de consolidation de 4 opérateurs à 3. Le régulateur a été très longtemps contre. Parce qu'en fait, il faut voir qu'en plus, cette opération doit être approuvée par les autorités de concurrence et de régulation. C'est pas donné, ça dépend de ce qu'on va leur proposer. Et la bénédiction du gouvernement en place, accessoirement, qui a toujours eu son mot à dire. Sur ce dossier-là, on sait que l'intervention politique sera... Oui, mais auparavant. Moindre que sur d'autres dossiers. Non, sur un dossier comme quand ça touche Orange, va pas voilà, c'est ça. Quand ça touche Orange, le politique a un poids puisque c'est l'actionnaire de référence. Ouais. Là, Orange, il a qu'un seul droit,
c'est de ne pas prendre le contrôle de SFR parce que de toutes les manières, il ne sait pas faire. Donc Orange va récupérer des miettes, mais il y gagne parce qu'étant le leader du marché, pour lui, il veut juste que le truc se fasse, quitte à mettre quelques poison pills partout, par-ci, par-là. Donc grosso modo, on est dans un jeu où il reste 1 an. Des poison pills. D'accord, des petites boules puantes. C'est quand même c'est quand même. Il veut récupérer beaucoup de fréquences mobiles aussi. Quand on est le premier, on veut récupérer le plus de fréquences mobiles parce que ça améliore la qualité de son réseau. Donc aujourd'hui, on est dans un truc où il reste à peu près 6 mois pour que les acteurs privés se mettent d'accord, et on a besoin d'avoir, et en tout cas en ce moment, et c'est pour ça que politiquement c'est important. Les efforts de rapprochement de 4 à 3 avaient été neutralisés il y a 2 ans et demi, parce qu'il y avait de l'inflation liée à la crise de l'énergie. Et on sait que, comme le poste de télécom, c'est le deuxième après le logement, etc., c'est devenu très important chez les Français, on ne peut pas se permettre que le passage de 4 à 3 augmente le prix de la facture. Donc quelque part, il va y avoir quand même une demande de la part des régulateurs de s'assurer que ça ne fait pas augmenter le prix de la facture. Oui, ça fait partie du package. Ils le savent déjà. Et donc c'est vrai que ça rend la rentabilité économique difficile. Aujourd'hui, ce qu'on sait aussi, c'est que ne rien faire... On dit sur un engagement d'1 an ou 2, mais on sait qu'automatiquement, il y a déjà eu des cas, des jurisprudences dans d'autres pays. Au bout d'un moment, les prix réaugmentent. Mais quand on passe de 4 opérateurs à 3 opérateurs. Ça sera une condition d'acceptation de l'offre. Et on sait aussi qu'en ne faisant rien et en laissant cette rumeur un peu que SFR est en difficulté, sans rien faire et sans avoir besoin d'acheter les clients ils quittent SFR pour aller chez les 3 autres. Donc c'est l'acquisition facile, on va dire. Non, c'est techniquement difficile parce qu'ils se partagent à 3, mais finalement, le fait d'aller hyper vite pour prendre tout et les autres l'ont pas, c'est pas du tout l'intérêt des acteurs. Non, mais je suis désolée, il y a un timing quand même très serré parce que Orange veut, il y a des histoires de concurrence. Si Orange va récupérer MasOrange en totalité, et à partir du moment où ça sera le cas, MasOrange, c'est l'opéraeur espagnol. En Espagne, voilà. À partir du moment où ça sera le cas, le dossier risque de partir à Bruxelles, et à Bruxelles, on n'a toujours pas la nouvelle directive sur la consolidation, et donc en fait, ils le disent très très clairement, ils ont intérêt, et en plus ils en ont marre en fait. Ça fait des mois que ça dure, et c'est pas bon non plus pour leurs équipes internes. Pour Orange, la question c'est qui est le lead sur ce projet. En fait, si c'est Bouygues, c'est français, c'est des régulateurs français. Si c'est Free ou si c'est... Il y a 3 dossiers différents de la concurrence. La manière dont ça va être... il y a plusieurs options. Il y a l'option que c'est 3 dossiers différents, ou il y a l'option qu'il y a un qui est un peu plus égaux devant les autres, qui était l'hypothèse qui permettait de faire en sorte que la régulation reste française. Donc un représentant officiel, et là à ce moment-là, si c'est Bouygues... Si c'est Bouygues, c'est la régulation française qui s'impose. Si c'est Free ou... Pardon, Free, je crois pas. Et multi-opérateurs un peu partout. Moi, je le sais par l'autorité de la concurrence, a priori, il y aura 3 dossiers différents qui vont être instruits. D'accord. Et un pour Orange, un pour Iliad et un pour Bouygues. De toute façon, on sait que c'est Bouygues qui va racheter l'essentiel du truc, mais ça ne changera pas le fait que Orange aura un dossier... Ah, c'est Bouygues qui veut racheter, qui va... Bouygues doit racheter. L'essentiel, oui. L'essentiel, oui. C'est ce qu'il y a de plus de logique, parce qu'il a déjà des réseaux en commun, et que c'est lui qui a le plus à rattraper sur certaines portions de réseau. En tout cas, la régulation va jouer à plusieurs niveaux. Ouais. Et l'histoire de masse mobile pour Orange fait qu'effectivement, Orange devient dominant en Espagne et en France. Et donc, par définition, ça devient un acteur européen. Michel ? J'ai cru comprendre que Orange, avec le deal MasOrange, la France représentait 1 tiers des revenus et 2 tiers en Europe. Un autre sujet, c'est de voir par rapport à ce qui se passe en termes de timing, si jamais ils n'ont qu'1 an pour boucler, et si le dossier finit à Bruxelles, sachant que Bruxelles, historiquement, a été plutôt anti-concentration. Je crois que c'était en 2016. Il est structurellement. Donc, à un moment donné, il y a un vrai problème, et il n'est pas simplement franco-français le problème. À un moment donné, il va tomber sur les bureaux de Bruxelles. C'est pour ça que je connais assez peu le dossier, pour être très honnête, mais l'intuition que j'ai, c'est qu'à un moment donné, vu le timing et vu qu'en bout de chaîne, Bruxelles risque d'intervenir, il y a quand même peu de chances que ça se boucle. C'est le dernier salon du mobile, et c'est à peu près consistant depuis 1 an. Les problématiques de souveraineté et de manque de concentration des acteurs européens sont maintenant... On a quand même changé l'idée. On va plus vite ? Non, on a besoin d'une industrie des télécoms,
Et aujourd'hui, la fragmentation de 60 opérateurs en Europe contre 3 aux États-Unis pose des vrais problèmes sur la partie résilience et capacité d'investissement. Donc il y aurait une prise de conscience de la part de la Commission européenne il y a eu pourrait lâcher un peu de lest. Moi, j'ai compris qu'il y avait une lutte interne, en fait, et que c'était pas tout à fait gagné encore. Et d'ailleurs, il y a toujours personne qui a été nommé à la DG Comp. Et du coup, en fait, c'est cette personne qui va mener les dossiers. Et normalement, il y a des lignes directrices qui doivent être annoncées, de nouvelles lignes sur est-ce qu'on consolide ou pas en Europe. Ça fait depuis la fin de l'année dernière qu'on les attend. Elles devraient être dévoilées. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'acteurs et je pense, sans vouloir faire du scoop, on va vers la concentration, la facilité de la concentration des acteurs. C'est ce que tout le monde souhaite. Intra-européens. Donc en fait, on ne favorise pas nécessairement la concentration de 4 à 3 en France, mais on voudrait quand même qu'il y ait des acteurs européens qui continuent à émerger. On en a marre d'avoir 60 opérateurs en Europe, c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais bon, ça pose énormément de problèmes. Qui va vouloir fusionner avec qui c'est la stratégie de Xavier Niel qui aujourd'hui crée une infrastructure européenne. C'est la stratégie du concurrent roumain qui a été sponsorisé par les autorités de la concurrence en Espagne. Donc non, c'est en train de se faire à la vitesse de l'Europe, donc toujours avec une lenteur qui n'est pas du tout compétitive par rapport aux Chinois et aux Américains. Amélie, pour résumer, pour terminer sur ce sujet, à terme, donc Bouygues prendrait la plus grosse part du gâteau. Tout à fait. D'accord ? Parce que justement, il y a des accords, on va dire, technologiques entre SFR et Bouygues depuis très longtemps. D'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle cette loi. Ça avait été... d'ailleurs, voilà, la voie de Crozon. Le partage, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la France est découpée en régions et SFR et Bouygues se partagent certaines régions. Par exemple, le Sud, ça va être SFR qui va s'occuper en fait du réseau de Bouygues. Et dans l'Ouest, par exemple, ça va être Bouygues qui va s'occuper du réseau d'SFR. Donc il y a une logique pour que Bouygues rachète une grosse partie. Free prendrait quoi là-dedans ? SFR Business serait partagé entre Bouygues et Free. Donc Free est très intéressé par ça et il est quand même intéressé par du réseau aussi. Oui, parce qu'on peut dire que le moins bon réseau des 4, c'est celui de Free Mobile. Donc il y a quand même aussi un rattrapage à faire de la part de Free. C'est important pour lui, non ? Tout à fait. Donc, et Orange, a priori, ne reprendrait aucune infrastructure, mais est intéressé surtout par des fréquences mobiles et quelques boutiques et des vendeurs. C'est un peu symbolique. Oui, c'est un peu symbolique. Orange va juste être là pour contrôler. C'est ça. Ça s'est passé sur de rester premier. Ça ne va pas coûter très cher à Orange. Non, voilà. Ça ne joue pas beaucoup sur Orange, mais par contre... quelques milliards quand même au final. On parle de plusieurs dizaines de milliards. Et après, le problème que tu disais, qui est quand même très important, c'est que l'évolution technologique fait que le fait d'avoir de la fibre d'un côté et des fréquences 5G IP de l'autre fait qu'il y a besoin de beaucoup moins de techniciens et que donc structurellement, Orange a probablement 18 000 à 20 000 personnes à faire partir et les 3 000 de SFR, personne n'en veut, personne n'en voudra, c'est très triste, mais c'est quand même une réalité auquel tous les acteurs ont à faire. Tout à fait. En fait, on est en train d'arrêter la 2G, on est en train d'arrêter la 3G, on est en train d'arrêter le cuivre. Et en fait, ils vont quand même être obligés de reprendre une partie de salariés dont ils ne veulent pas. Le taux de panne du cuivre vis-à-vis de la fibre, c'est 1%. Donc en fait, il y a 100 fois moins de panne avec la fibre que par rapport au cuivre. Donc le nombre de gens qu'il fallait pour maintenir les lignes de cuivre, mécaniquement, c'est 100 fois moins. Voilà pour évidemment cet épisode qui ne fait, enfin en tout cas cette saga qui ne fait que commencer. Qui pourrait se dénouer très vite. Qui pourrait se dénouer très vite. Tu viendras nous en parler, évidemment, puisque tu suis ça pour la tribune. En rendez-vous. De très près. Et voilà, et Thomas aussi, bien évidemment. On enchaîne avec, encore une fois, on n'est pas loin des télécoms, puisque là, c'est une bataille qui se joue, mais à un autre niveau, dans l'espace, cette fois-ci, entre Jeff Bezos et Elon Musk, qui, vous le savez, ont pas beaucoup de points communs, à part d'être très très riches. Ils ont aussi pas mal de zones d'inimitié. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels ils ne s'entendent pas. Il y en a un particulièrement, c'est l'espace. Il faut savoir que Elon Musk projetterait avec SpaceX, bien évidemment, de déployer une constellation, écoutez bien, d'1 million de satellites en orbite basse. 1 million de satellites, c'est complètement vertigineux. Et Jeff Bezos, quand il a vu passer cette information, a commencé un petit peu à décrypter ce dossier pour voir un peu ce qui se passait. Et il a remarqué énormément d'anomalies. Et puis, surtout, il se dit, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Rappelons que cette constellation d'1 million de satellites, Michel, servirait de data center et de
de processeurs d'IA aussi, je crois. En fait, il a plusieurs projets, Musk. Il a un projet qui est assez fou, qui est d'amener des data centers, c'est-à-dire des ordinateurs en orbite autour de la planète pour des raisons énergétiques et pour pouvoir bénéficier en fait de l'énergie solaire pour pouvoir les alimenter. Mais il a aussi comme projet Starlink Mobile, c'est-à-dire de faire en sorte d'arroser littéralement la planète avec une connectivité 150 mégabits seconde, peut-être un peu plus, l'équivalent de la 5G directement sur les smartphones. Autrement dit, son ambition, c'est de faire en sorte d'avoir un opérateur mondial, sans pylône, uniquement via satellite, sans, d'une certaine manière, régulation, parce qu'il est en orbite basse et il n'y a pas de règles qui se fixent. Alors, il y a quelques règles, mais on va en parler. Il faut quand même acheter des fréquences, des autorisations, etc. Alors, il arrive à les contourner. Mais 1 million de satellites. Il arrive à les contourner parce qu'il a des deals avec un certain nombre d'opérateurs pour le moment. Mais son objectif, c'est d'arriver à lever cette contrainte et de faire en sorte de pouvoir directement attaquer les smartphones de nouvelle génération qui seront capables de se connecter à sa constellation de satellites. Et pour finir, le point qui angoisse évidemment Bezos, c'est qu'il est très en retard. Ouais. C'est-à-dire que son programme Kuiper, lui, est très en retard par rapport à Musk. Donc, il fait tout pour essayer de re-rentrer dans la danse. Moi, je pense que Musk est en train de réussir un coup. Là, on parlait de horizon peut-être 2030 sur la vente de SFR. Malheureusement, quand on regarde cette ambition... c'est sûr que c'est un grain de sable c'est-à-dire que la comparaison du cuivre avec la fibre et de la fibre avec le satellite, c'est un tout autre monde. Thomas, et après... Sur les règles sur l'espace, il y en a une qui d'ailleurs embête énormément Telsat avec sa constellation OneWeb et encore plus Amazon. C'est qu'en fait, les règles dans l'espace... C'est le premier arrivé qui... Le premier arrivé, pour que le deuxième ait le droit d'émettre, il doit montrer qu'il n'interfère pas avec le premier. Donc plus la densité de satellites du premier est élevée, plus finalement il privatise l'espace. Il y a un problème, c'est que les Chinois ne respectent pas cette règle. Et donc, derrière ça, se cache quand même un petit conflit, parce que ce n'est pas Amazon qui va empêcher ce truc-là d'arriver. C'est pas Amazon. Je te mets ma main à couper que ceux qui vont empêcher par des moyens plus ou moins conventionnels il va avoir des explosions de satellites. C'est les Chinois qui déjà ne respectent pas cette règle du priorité du ciel qui était imposée par les Français et les Anglais au tout début de l'ère des télécoms dans les années 50. Et donc aujourd'hui, ce que fait, et c'est super malin, c'est... je suis capable de produire plus vite que les autres des satellites, je suis capable de les lancer parce que je possède des trucs, donc je vais tapisser le ciel, après les autres n'auront qu'à trouver une place. Mais je pense que les Chinois vont réagir beaucoup plus violemment que Amazon. Pour avoir discuté avec les gens de Chine qui faisaient ça, ils nous ont dit, il y a 5 ans, on a 37 milliards pour attraper les Américains, et là je pense qu'ils sont à la centaine de milliards qu'ils vont mettre en face de Musk avec des moyens qui seront probablement des moyens para-publics, et donc probablement avec des moyens quasi militaires. Mais 1 million de satellites, ça paraît... Oui, c'est pour ça, moi, je voulais juste revenir. Il faut bien différencier Starlink, bien sûr. Qui existe, qui représente une réussite industrielle. De satellites, je crois. Oui. 6 000. Je veux dire que c'est une réussite industrielle, ça marche. Il y a des abonnés, même s'il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, en France. très, très, très peu, finalement. Parce qu'en France, on a la chance d'avoir un excellent réseau, de la fibre un peu partout, et très peu de zones blanches et de zones où on a besoin, en fait, d'avoir Starlink. Mais tu vas en Afrique, tu vas dans des zones, enfin des continents, en Ukraine. Ou en Guyane. Voilà. Ou à Mayotte. Et le continent, enfin même les États-Unis, il y a 40% de zones blanches aux États-Unis. Donc la pertinence de Starlink, elle est évidente. Mais du coup, je pense qu'il faut différencier ce projet-là qui existe déjà, qui industriellement a coiffé au poteau tout le monde, de ce projet de data center dans l'espace qui est différent, qui est pour moi complètement irréaliste, puisque lancer 1 million de satellites, actuellement, ce n'est pas possible. On sait que ça prendrait au moins 2 siècles. Donc déjà, on n'arrive pas à lancer les satellites des constellations télécom. C'est-à-dire qu'à la cadence aujourd'hui de SpaceX... Oui, on a lancé 4500 satellites en 2025. S'il faut en lancer 1 million, je te laisse faire le calcul, alors que déjà, tous les créneaux sont pris. Donc en fait, ce n'est pas faisable, ce projet. Sauf s'il arrive à accélérer la cadence de lancement de ses fusées. C'est possible. En fait, le problème, c'est que lui-même a déjà besoin, pour renouveler, tous les 5 ans, il faut renouveler ses satellites. Donc en fait, il est dans un processus où il n'y a pas tant d'endroits
dans le monde que ça pour lancer des satellites. Et actuellement, tout est complet, des années à l'avance. Donc, moi, je trouve ça complètement infaisable. Et en plus, je trouve qu'il y a une vision de prédateur de l'espace. C'est vraiment le Far West. Et c'est vraiment... ça me fait penser quand même à justement Jeff Bezos qui, il y a quelques années, disait une fois qu'on aura bousillé la Terre, on ira prendre les matières premières et l'énergie sur d'autres planètes qu'on bousillera aussi. Mais au moins, on pourra continuer à être en croissance. Et là, c'est un peu... là, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'électricité pour les data centers sur Terre. Allons dans l'espace et puis ça se finit jamais, quoi, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une vision de prédateur sans foi ni loi, quoi. Et puis surtout, les conséquences environnementales de lancer 1 million de satellites. Et ce qu'il dit, c'est qu'il passe à l'échelle industrielle de la fabrication de satellites. Il faut voir que les satellites étaient vraiment fabriqués à l'unité sur le modèle Arianespace européen. Ce qu'ont réussi OneWeb et donc Telsat aujourd'hui et Starlink, c'était de passer de l'artisanat à la petite série. On sait fabriquer des centaines de satellites par mois. On ne savait pas, et il faut prendre un peu l'analogie des drones, les satellites de demain, tels que ceux qui vont être... Les data centers, j'y crois pas du tout. Par contre, c'est bien de dire qu'on va faire des data centers, parce qu'en ce moment, ça augmente le cours de bourse. C'est à la mode. Voilà. Néanmoins, avoir des satellites LEO, donc orbite basse, petits et très denses, c'est faisable. Ils ne vont pas être lancés à l'unité, ils vont être lancés probablement par grappe et par des canons, probablement même des canons ou des quasi-canons. Donc, ils vont réinventer le lanceur. Ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'ils sont en train de passer de 1 à 100, maintenant on va passer de 100 à 1000, et puis maintenant on va passer de 1000 à 10 000, ce qui va lancer l'ensemble de l'industrie spatiale vers sa prochaine frontière. Bon, écoutez, on va voir en tout cas comment tout ça évolue. Mais c'est vrai que ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Amélie Charnet, journaliste à la Tribune. Et si vous voulez en savoir plus sur l'enquête SFR, la vente de SFR, c'est à lire sur la Tribune en numérique, évidemment sur le web ou sur les applis mobiles. Merci beaucoup à Thomas Serval. À bientôt Thomas. Bientôt. On vous réserve une spéciale 25 ans du smartphone avec Thomas et avec un casting de choix pour vous raconter l'histoire du smartphone. On aura l'occasion d'en reparler. Et merci beaucoup à Michel Lévy-Provençal. À très bientôt Michel. À bientôt. Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne. Petite demi-heure encore à passer ensemble avec cette histoire incroyable sur le plateau de Tech & Co. En tout cas, en visio, nous aurons l'auteur de ce piratage des aspirateurs robots DJI. Comment a-t-il fait le coquin ? Il va tout nous raconter. Et puis, on parlera de chirurgie et de tech aussi avec les dernières avancées. Et vous verrez, c'est totalement vertigineux. On en parlera avec notre invité tout à l'heure, le professeur Alexandre Lelouch, qui est chirurgien plasticien et chercheur à l'HEGP. Voilà, petite pause et on revient avec le Tech Flash de Léa Bellamy. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h31 sur BFM Business. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être toujours là. Dans quelques instants, je recevrai Sami Azdoufal, qui est développeur, responsable de la division IA du groupe Eternity. Et il a fait un petit exploit en hackant les aspirateurs robots DJI. Il sera en visio avec nous dans 1 minute. Mais auparavant, le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actualité tech de ce jour, c'est avec Léa Bellamy. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, la Silicon Valley se mobilise pour défendre Anthropic, l'entreprise derrière Claude, qui a été placée la semaine dernière sur liste noire par Washington. Depuis, de nombreuses voix s'élèvent, dont une quarantaine de salariés de Google DeepMind et d'OpenAI qui ont déposé un mémoire volontaire pour soutenir l'entreprise. De son côté, Anthropic attaque en justice le gouvernement américain, dénonçant une sanction excessive. Également, dans l'actualité, Meta rachète Molbook, ce fameux réseau social réservé aux IA. Ses fondateurs rejoignent ainsi l'unité de recherche en IA de Mark Zuckerberg, le Meta Super Intelligence Labs, une acquisition qui confirme les ambitions de Meta dans l'IA agentique. En revanche, le montant de la
transaction reste lui inconnu. Selon les estimations, la valorisation de Molebook serait entre 50 et 300 millions de dollars. Et Amazon, pendant ce temps-là, tente de faire annuler, Léa, le méga projet d'une constellation d'1 million de satellites de SpaceX. Et oui, le géant américain a déposé une lettre de 17 pages auprès des régulateurs américains pour dénoncer le lancement de cette méga flotte destinée à alimenter des data centers dans l'espace. Selon Amazon, la proposition de sa rivale est trop floue et surtout impossible à mettre en œuvre dans un délai raisonnable. Également, dans l'actualité, le virage vers l'Inde se confirme pour Apple et ce malgré un coût de production plus élevé. L'entreprise fabrique désormais un quart de ses iPhones dans le pays. Une délocalisation accélérée pour contourner les droits de douane visant la Chine. Selon Bloomberg, Apple aurait assemblé 55 millions d'iPhones en Inde en 2025 contre 36 millions un an plus tôt. Dans l'actualité des jeux vidéo, Electronic Arts s'apprête à licencier au sein des équipes de Battlefield et ce malgré le succès du dernier opus Battlefield 6 qui a réalisé l'un des meilleurs lancements de l'histoire de la franchise et qui a été le jeu le plus vendu en 2025 aux États-Unis. Le nombre de postes supprimés reste encore inconnu, mais selon sa maison mère, il s'agit d'une réorganisation globale des studios dédiés à la franchise. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour épisode suivant, votre rendez-vous en compagnie de Clément Le Saffre. Et cette semaine au programme, Netflix qui abandonne le rachat de Warner. On écoute un extrait. Et c'est d'autant plus fou que quand on regarde les chiffres, c'est le petit qui mange le grand. C'est vrai, après c'est toujours une espèce d'architecture un petit peu complexe où effectivement il y a la capitalisation d'un côté, mais il y a aussi les dettes de l'autre côté. Et puis tu as de l'argent de fonds privés qui rentrent dans l'équation. Là, effectivement, on sait que Paramount Skydance, ils ont eu beaucoup d'argent de la famille Ellison, puis aussi de Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, etc. Donc il y a eu plein de fonds privés qui sont venus agrandir comme ça le paquet d'argent et faire que David Ellison, le fils Ellison, arrive et puisse dire 1000 milliards de dollars et, voilà, et puis s'acheter effectivement Warner Bros. Discovery. Mais comme tu le dis, Charles, on est loin de voir le dernier acte se jouer parce qu'il y a effectivement tout le volet politique qui va rentrer en compte avec l'autorité de la concurrence. Il y a évidemment une décision fin mars des partis de Warner Bros. Qui doivent voter pour oui ou non, est-ce qu'on valide tout ça. Et puis tout ça rentre aussi dans une image une peinture un peu plus large politique américaine qui est que on est dans un mandat de Trump qui aujourd'hui a un peu la main, on va dire, sur le paysage politique américain, mais tu as les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre qui risquent de changer un petit peu la donne à ce niveau-là. Voilà, si vous êtes un fan de série, cette émission hebdomadaire vous attend. Ça s'appelle Épisode suivant et c'est à retrouver entre autres sur la chaîne YouTube BFM Tech. Il est 20h35. J'accueille maintenant mon prochain invité par visio. Il a réussi à hacker les aspirateurs robots. Il nous explique ça tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir Sami Asdoufal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Barcelone, je crois. C'est bien ça, ouais. Voilà, et donc forcément en visio. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes développeur, vous êtes responsable de la division IA du groupe Eternity. On parle de vous parce que vous avez réalisé un petit exploit. C'était peut-être par accident, vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire un peu étonnante. Les aspirateurs robots DJI qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous savez que DJI fait plein de choses, notamment est très très fort dans les drones, a décidé de sortir des aspirateurs robots. Eh bien, il y a eu cette histoire d'aspirateurs robots qui étaient piratés. Eh bien, c'est vous qui avez réussi cet exploit, en quelque sorte. Racontez-nous ce que vous avez fait et comment vous avez pu réussir à pirater ces aspirateurs. Alors, malheureusement, ça n'a rien d'un exploit. Ce que j'ai découvert, malheureusement, la faille que j'ai découvert était plutôt simple à découvrir. Il n'y avait pas de hacking ni quoi que ce soit. Mais oui, c'est vrai que l'origine est plutôt drôle. C'est que je voyais souvent mon aspi-robot nettoyer mon salon et moi qui jouais à ma console, je voulais faire... je sais pas, mon cerveau a fait l'association entre les deux et voulait contrôler le robot avec sa manette. Sachant que c'était possible avec l'application... de DJI Home. Ah, vous vouliez donc commander l'aspi depuis la manette de votre console, quoi, c'est ça ? Exactement. Okay. C'était mon seul but initial. Et
Et l'application DJI le permettait. Donc, mon idée, c'était juste de répliquer ça. Donc, j'ai écouté l'application, commander mon robot, et j'ai répliqué ça avec une manette. Donc, après une petite heure, j'avais réussi à contrôler mon robot avec cette manette. Et juste après, je voulais aller un peu plus loin. Je voulais que mon robot, quand il a très peu de batterie, qu'il se mette à pleurer, par exemple, ou qu'il pousse un cri. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir la batterie. Et donc, je regarde pareil avec l'application, comment l'application arrive à choper la batterie. Et du coup, je réplique. Sauf qu'en essayant de répliquer, c'est pas seulement la batterie de mon robot que j'ai récupérée, c'est la batterie de beaucoup de robots, plusieurs milliers. Donc j'ai un petit peu bugué, clairement. J'ai appelé mon ami Claude. Il dit à Claude, je lui ai envoyé toutes ces données, je lui ai dit, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal et pourquoi j'avais ça comme data. Et il m'a clairement dit, en fait, il n'y a pas qu'un seul appareil dans les logs, dans les journaux de fichiers que tu m'as envoyés, il y a pas mal d'appareils. Donc je creuse un petit peu. Et mon logiciel initial qui me permettait de contrôler des robots avec une manette, il y avait 2 paramètres. Le premier, c'était ma clé utilisateur, mon compte utilisateur en fait. Ouais. Et le deuxième, c'était le numéro de série de l'appareil. Et donc, je me suis dit un peu rapidement, et si je changeais le numéro de série avec un autre appareil? Si je peux voir la batterie, je peux peut-être accéder à d'autres data. Et en fait, c'était bon. Donc, ça a fonctionné tout de suite. Donc, au-delà du mouvement du robot, j'avais surtout accès à la caméra. Et allez le croire ou non, mais il y a un microphone sur le robot aspirateur. Il y a un micro sur l'aspi? Alors, c'est une fonctionnalité qui est de base dédiée juste aux Chinois. C'est un assistant vocal que nous, Européens, et même les US ne peuvent pas l'activer. Et donc, initialement, c'est fait pour ça. Mais c'est désactivé pour les Européens. Mais moi, je pouvais très bien l'activer à distance. Et donc, j'ai un peu pété un câble. C'est clair. Non, mais d'un coup, vous vous êtes retrouvé à pouvoir accéder à des milliers d'aspirateurs robots, le même que le vôtre, de brancher la webcam et d'activer le micro à distance, en fait, c'est ça? Exactement. Et comme l'IA est formidable aujourd'hui, j'ai pu simplement demander à Claude, fais-moi un petit dashboard avec toutes les données que tu as. Comme ça, je peux voir, donne-moi une petite map avec l'ensemble des appareils. Okay. Regarde un petit peu ce que je peux actionner chez les appareils. Et puis, il m'a fait un petit rapport et puis une petite page web. Et puis, j'ai pu effectivement observer tout ça et contacter bien évidemment directement la marque. Ça a été mon premier réflexe. Et on ne me répondait pas. C'est-à-dire que DJI, vous leur avez quoi? Envoyé un mail, c'est ça? Alors, j'ai fait plusieurs choses. Donc, DJI a ce qu'on appelle un bug bounty programme. Il faut s'imaginer que certaines entreprises peuvent te dire, OK, si tu trouves une faille informatique chez moi et si tu suis l'ensemble des règles que je vais te donner, je peux peut-être te donner une récompense. Et donc, c'est la voie en fait royale pour déclarer une vulnérabilité chez une entreprise. Et c'est la première fois que j'ai emprunté. Et c'est là où on m'a pas répondu. Ok. Et j'étais un petit peu frustré. Donc j'ai commencé un petit peu à jacter sur X, sur Twitter, et envoyer des DM. Et on m'a répondu. Quand même. On m'a dit, et donc on m'a répondu par DM et publiquement. Merci pour vos découvertes. On va regarder. Je grossis un peu, mais c'est un peu ça. Et ils sont revenus 2 jours après en me disant, c'est bon, on a corrigé. Merci, bonne journée. C'est littéralement ça. Sauf qu'ils n'avaient rien corrigé. J'avais toujours accès aux données. Du coup, j'étais d'autant plus frustré et j'étais en contact avec des journalistes, notamment des journalistes de The Verge, qui est un journal spécialisé tech aux États-Unis, qui voulait absolument sortir un article et moi je ne voulais pas parce que j'attendais la réponse de la marque. Et donc je lui ai dit vas-y, en fait, maintenant je m'en fous, publie ce que tu veux. La marque réagit de manière un peu bizarre. Donc on va un petit peu plus loin avec le journaliste de The Verge, je fais une petite démo, et entre le moment où on planifie la démo et la démo, DJI
publie d'autres patchs. Ok. Un autre qui effectivement coupe la vidéo, mais tout le reste était possible. Donc toujours le moment micro. où j'ai fait Non, pardon, excusez-moi. Vidéo et micro. Vidéo et micro, d'accord. Ce qui était le plus sensible, on est d'accord. Exactement. Okay. Tout le reste était encore possible. Et puis ils ont sorti un deuxième patch, donc après la démo. Et là, c'était tout ce que je pouvais faire était plus possible. Il y avait d'autres choses qu'on a choisi de pas divulguer avec le journaliste de The Verge, mais qui permettaient encore de manière indirecte de pouvoir consulter le flux vidéo et audio des aspirateurs. D'ailleurs, DJI l'a reconnu. Et il est en train de travailler pour corriger cette faille, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 2 grosses failles majeures qui ne sont pas corrigées. D'accord. Et que vous ne communiquez pas, évidemment, sur le web. Voilà. Parce que vous êtes un gentil hacker. Vous n'êtes pas là, évidemment, pour dézinguer la marque ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que DJI vous a récompensé suite à cette trouvaille, non, d'après ce que j'ai compris? Ouais, en fait, j'y croyais pas vraiment. Parce qu'il faut savoir que cette histoire, elle a fait un peu le tour du monde, littéralement. Ouais. Et on m'a même invité chez CNN pour en parler. Et après cette interview, j'en avais parlé avec les journalistes de CNN en me disant c'est bon, là maintenant ils vont me poursuivre. Et en fait, juste après l'interview de CNN qui est sortie, ils m'ont envoyé un mail en me disant ce que j'avais trouvé. Donc on parle pas des failles qu'ils ont déjà corrigées, on parle des 2 failles dont j'ai pas pu divulguer. Ils m'ont dit écoutez, vous êtes éligible à $30 000 de récompense. Pas mal. Alors attendez, l'argent n'est pas encore sur mon compte. Ah, d'accord, ok. Et on m'a dit de... Parce que s'ils doivent vous livrer par drone, c'est pas gagné, hein. C'est pas pour tout de suite. Et on m'a dit un petit peu de me méfier, donc j'attends. Effectivement, c'est ce qu'ils ont annoncé, ils l'ont confirmé publiquement. Voyons voir, mais oui, sur le papier, l'histoire se termine bien. Bon, alors petite question qui nous démange ici. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces fichues caméras d'aspirateurs robots? Vous avez vu des trucs ou pas? Je préfère pas en parler. En tout cas, je n'ai, et ça j'aimerais bien l'affirmer aussi, je n'ai pas essayé de consulter la caméra de qui que ce soit, que tous les tests ont été faits avec mon appareil et ceux de mes amis. Mais n'importe qui, effectivement, pendant quelques mois, pouvait lancer le flux vidéo de n'importe quel aspirobot et le flux audio également. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Samy, c'est que vous avez eu comme copilote, on va dire, Claude d'Anthropic. Sans Claude, vous auriez pu faire tout ça ou pas? La faille était tellement vulgaire et grossière que oui. N'importe qui au final et pas besoin d'être un expert. Claude était surtout là pour digérer, analyser les données, notamment au moment où je vois toutes ces batteries. J'aurais pu juste m'arrêter là en me disant je sais pas, j'ai cafouillé quelque part, je regarderai dans quelques jours et puis ne jamais regarder après. Mais ouais, l'IA est très bien pour analyser les données et ça a été un super, c'est le bon mot, copilote. C'est clair. Merci beaucoup, Samy. Incroyable histoire. Bon, peut-être que vous allez être payé en aspirateur robot, 30 000. Ça fait beaucoup quand même. Là, votre appartement va être hyper propre. Ça va être cool. Non, mais franchement, il est bien cet Aspi DJI. Il marche bien. Il est incroyable. Bon, au moins ça. En fait, c'est à la fois pour le pour et le contre du produit. C'est que moi, je l'ai acheté pour la tech. Ouais. Parce que c'est cool de mettre les capteurs d'un drone dans un aspirobot. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, il y a trop de tech qui nécessite de la sécurité, une infrastructure et tout ça. Ouais, c'est ça. Exactement, qui n'a pas été géré malheureusement à la sortie du produit. Merci beaucoup, Samy, pour ce témoignage. Et à très bientôt. On avait une autre histoire aussi, le scandale des babyphones piratés. Si vous venez sur Paris, il va falloir que vous passiez par le plateau de Tech & Co et que vous nous racontiez tout ça. Vous serez les bienvenus, en tout cas. Avec plaisir, François. À bientôt. Vous êtes développeur et responsable de la division IA du groupe Eternity, Samy Asdoufal, donc qui a piraté, sans le vouloir finalement, un peu par accident, ces aspirateurs robots DJI. Direction, tout de suite, la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech.
Et on retrouve donc Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Qui est journaliste à la rédaction de BFM Tech, vous le savez. Et ce n'est plus un scénario de science-fiction maintenant, Salomé. Désormais, les robots travaillent dans les usines. J'espère qu'ils sont un peu plus sécurisés que les robots aspirateurs. Ils assemblent même des voitures électriques chez Xiaomi. Alors, est-ce que ces robots sont plus efficaces et performants que les humains? C'est la question qu'on se pose. Et oui, c'est que Xiaomi, on a dit adieu aux pauses. Depuis que l'entreprise s'est mise à fabriquer des voitures électriques, c'est bon, les chaînes de montage sont désormais équipées de robots humanoïdes. Alors les machines sont particulièrement efficaces, elles ont réussi à accomplir 90,2% de l'assemblage en environ 3 heures. Alors on ne sait pas en combien de temps les humains l'auraient fait, mais c'est quand même déjà assez impressionnant. D'ailleurs, dans une vidéo, on peut carrément les voir assembler un châssis et mettre les boulons assez précautionneusement. Le grand défi, ça a été de suivre le rythme, parce que c'est que Xiaomi, c'est un nouveau modèle qui sort toutes les 76 secondes. Donc apparemment, c'est une mission plutôt réussie. Alors, est-ce que ça y est, c'est réglé, c'est plié, les robots vont vraiment remplacer les humains, Salomé? Alors non, on a encore un petit peu de temps, heureusement pour nous, parce que l'intégration de ces robots reste encore partielle. Xiaomi, on les voit plutôt comme des robots stagiaires, donc nous, on ne va pas avoir des usines entièrement équipées d'humains pour le moment. Mais c'est quand même l'ambition de l'entreprise, parce que le travail de ces robots reste une priorité, notamment pour les tâches qui sont impossibles pour des humains. D'ailleurs, il faut quand même le rappeler, mais ça a été la première entreprise chinoise à parler des fameuses Dark Factory, ces entreprises totalement dans le noir, parce qu'il n'y a que des robots. C'est impressionnant ça. Ouais, c'est ça, à part quelques superviseurs, c'est totalement plongé dans le noir. Ils font des économies d'électricité. Tant qu'à faire. Pas besoin de voilà. Exactement. Et c'est une idée très en vogue, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y ont mises, avec plus ou moins de succès, parce qu'on a d'ailleurs Amazon qui avait annoncé en grande pompe ses fameux bras robotiques pour trier les colis. Alors finalement, en quelques mois, ça a été une idée abandonnée. Et oui, ça coûtait très cher et c'était assez difficile à mettre en place finalement. Donc bref, avant qu'on se fasse remplacer à grande échelle par les robots humanoïdes, on a déjà un petit peu le temps. Il faut qu'il y a s'améliore un petit peu derrière ces machines. Voilà, et peut-être dans quelques années, des robots à la place des présentateurs et des journalistes de Tech & Co. On n'espère pas. Waouh. Bon, il faudra toujours un peu de lumière pour que vous puissiez nous voir, mais c'est la seule différence. Merci beaucoup Salomé. Et si vous voulez en savoir plus sur cet article, direction évidemment le site BFM Tech. On va parler maintenant de médecine, de tech et d'IA avec mon invité sur le plateau de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Professeur Alexandre Lelouch est avec nous. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chirurgien plasticien, chercheur à l'HEGP. Vous vivez aux États-Unis. Vous êtes avec nous en ce moment. Vous êtes sur Paris et vous êtes venu nous voir sur le plateau Tech & Co parce que vous étiez à la conférence Les progrès de l'IA en santé qui s'est tenue hier, donc au rendez-vous Made in Tech. C'était au Parc Floral de Paris. Ça devait être passionnant ce que vous avez raconté. On avait envie d'avoir un petit résumé, une petite session de rattrapage ce soir dans Tech & Co avec vous. Est-ce que vous pouvez déjà nous brosser un peu votre CV? Vous êtes donc, je le disais, chirurgien plasticien, spécialisé en dermatologie, passionné de technologie et d'IA, c'est ça? Et puis allez-y, racontez-nous votre parcours. Alors rapidement, moi je suis chirurgien plasticien, j'exerce à Paris et à Los Angeles où je suis, en fait j'ai un double rôle qu'on appelle de chirurgien-chercheur, c'est-à-dire en anglais c'est scientist surgeon, c'est-à-dire le fait de pouvoir traiter les patients et de faire de la recherche et à travers la recherche justement d'améliorer les traitements. Et donc quand on est chercheur, eh bien on a plusieurs valences, c'est-à-dire que on est confronté à différentes technologies. Ça peut être l'ingénierie tissulaire, ça peut être l'immunologie, ça peut être la robotique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a une réunion en fait de tous ces domaines-là. Et c'est pour ça que nous, en tant que médecins, ce qui nous intéresse, c'est pas faire la technologie pour la technologie, c'est faire la technologie pour le patient. Et donc nous, en fait, en tant que cliniciens, on doit dire voilà le cap à faire pour améliorer la santé des humains, c'est ça. Et donc j'essaye à mon niveau de pouvoir contribuer, d'apporter une petite pierre à l'édifice. C'est passionnant, parce que vous êtes à la fois, je dirais, au cœur du réacteur, vous soignez des gens, et puis d'un autre côté, vous êtes chercheur. L'IA, on le voit et on en parle tous les soirs dans Tech & Co, est en train de bouleverser des secteurs entiers. On sait que la santé est en train d'être bouleversée par l'IA. Comment vous qualifieriez l'IA, vous en tant que médecin et chercheur? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est véritablement l'arrivée d'une nouvelle ère dans le monde de la médecine? Alors clairement, c'est une nouvelle ère, surtout pour les profils de cliniciens-chercheurs, parce que vous savez, quand on est clinicien et chercheur, le problème c'est qu'à l'hôpital, vous n'êtes pas assez là, dans le laboratoire, vous n'êtes pas assez là, et donc aujourd'hui, on a des outils pour nous aider en clinique et en recherche, c'est-à-dire qu'en fait, on va décupler notre
capacité à pouvoir en fait faire notre job. Et c'est vrai que l'IA, dans chaque, par exemple pour la clinique, eh bien aujourd'hui, on regarde les patients dans les yeux. Ça veut dire qu'on n'est plus sur notre ordinateur il y a quelques années à essayer de tout noter, etc. Aujourd'hui, les IA écoutent le patient, on est là, et elles notent tout. Ça, c'est juste un exemple. En recherche, pareil. Vous savez, quand on analyse des données extrêmement importantes, où on fait des statistiques, etc., aujourd'hui, eh bien, on remplit, si vous voulez, des bases de données quasiment automatiquement. Et donc, en fait, ça, pour moi, l'IA était plus un apport de liberté que de contrainte. Et c'est vrai que ça a permis, à mon avis, à beaucoup de chirurgiens-chercheurs, en fait, d'aimer encore plus leur métier parce qu'il y a une grosse partie administrative qu'on ne fait plus aujourd'hui. On dit que dans le domaine de la recherche, l'IA va accélérer des traitements. C'est vrai, ça? Vous êtes témoin de cette accélération de la recherche? Alors, sans doute, il y a énormément de choses. Je vous donne quelques exemples pour que ça parle un petit peu. C'est que, par exemple, si avant, on voulait tester une molécule, par exemple, en expérimental, eh bien, aujourd'hui, on peut tester beaucoup plus de molécules grâce à des modélisations informatiques. Et on appelle les fameux jumeaux numériques. Voilà, exactement. Et on peut faire ça sur absolument tous les domaines. Et moi, j'ai fait quasiment 10 ans de recherche sur l'animal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de faire de la recherche sur l'animal. Et d'ailleurs, heureusement, quand on est chercheur, et en particulier sur l'animal, eh bien, on essaie de tout ce qu'on peut faire sans avoir recours à l'animal, on le fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, avec les organoïdes, avec beaucoup de choses, eh bien, on peut se passer de ça. Et c'est vrai que l'IA, en fait, va potentialiser chaque technologie. Alors, votre spécialité, c'est la dermato. En quoi la dermato est bouleversée, révolutionnée, accélérée par la tech et par l'IA? Alors, ma spécialité, c'est la chirurgie plastique, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup, en particulier la chirurgie du cancer de peau, pour plein de raisons. En fait, c'était initialement, c'est que nous, dans les services de chirurgie plastique, on traite énormément de patients avec des cancers, en particulier de la face. Et d'ailleurs, on a des reconstructions très complexes à faire. Donc, plastique esthétique, c'est pas pareil? Alors, en fait, tous les chirurgiens esthétiques ont une base de reconstruction parce que vous savez que la chirurgie esthétique est née de la reconstruction. Et donc, tous les chirurgiens qui ont cette formation esthétique font les deux. Après, ils peuvent choisir de faire l'une ou l'autre. À titre personnel, je pratique les deux. Et en tout cas, la reconstruction, une base majeure de la reconstruction, c'est les tumeurs cutanées. Et parce qu'on doit, justement, on enlève une grosse partie du corps et on doit la reconstruire. Ouais. Et donc là, comment la tech et l'IA a changé votre métier? Alors, a changé mon métier. Alors, c'est un des projets que j'ai mené avec mon confrère, le docteur Assouline. On a cofondé Maison Abeille. Et en fait, on était parti d'un constat que il y a beaucoup de patients qui ont du mal, dès qu'ils ont un grain de beauté suspect ou dès qu'il y a une tumeur cutanée qui apparaît, à savoir qu'est-ce qu'il va aller voir le dermato, le chirurgien, etc. Et donc aujourd'hui, on a essayé d'associer un peu tout ça avec un triptyque médecin généraliste, dermatologue et chirurgien plastique, où si vous voulez, le patient vient en cabinet. On a mis en place des machines qui utilisent des cartographies cutanées, donc pour avoir vraiment une vision de tout le corps. Et on utilise l'IA, justement, pour nous donner en fait une aide au diagnostic. C'est pas l'IA qui fait le diagnostic, mais c'est l'humain, mais c'est une aide au diagnostic. Et on va combiner en fait les deux, donc le côté clinique IA, et on fait la chirurgie dans le même temps de la consultation. Vous travaillez même sur la greffe d'œil. C'est ce qui est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Alors la greffe d'œil, c'est assez passionnant. En fait, ça vient initialement, vous savez que la première greffe de main a été faite en France dans 1998. Oui. Et en fait, moi j'ai été passionné. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, chirurgien plasticien. Et donc il y a les greffes de main et les greffes de face pour lesquelles j'ai participé à 2 reprises, en 2018 et en 2021, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et en fait, la greffe d'œil, juste à côté d'ailleurs. Juste à côté, juste en face. Ouais. Justement, la greffe d'œil, c'est comme une greffe de main, ou c'est ce qu'on appelle dans le domaine des allogreffes du tissu composite. La différence majeure, c'est qu'on a réussi à faire des greffes de main et des greffes de face parce qu'on greffait un tissu. Mais en fait, l'œil, vous savez qu'il y a déjà une greffe d'œil qui a été faite à New York. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant. Le problème, c'est qu'on sait que quand on greffe un œil, c'est avec l'artère, la veine, l'œil marche, c'est-à-dire il est viable, mais il ne voit pas. Aujourd'hui, alors ça, il n'est pas connecté au cerveau. Il n'est pas connecté au cerveau. Aujourd'hui, tout son moteur fonctionne. Exactement, ça veut exactement, c'est-à-dire mais il ne voit pas. Et c'est comme une patiente avec un cysté qui a encore son œil, où on voit qu'il a un œil, mais il ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de bonne connexion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça c'est un projet qui est fait aussi à Sinai à Los Angeles avec 6 autres
partenariat pour lequel il y a eu des financements pour ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est non seulement les anastomoses chirurgicales qui se font, mais c'est aussi la pose d'implants intravitréens et d'implants dans le cerveau pour pouvoir justement fournir les bons signaux électriques pour rééduquer en fait le cerveau à pouvoir voir avec l'œil qu'on va greffer. Donc créer l'interface entre le nouvel œil et le cerveau. C'est encore en recherche. On a commencé, on a 6 ans de recherche sur ça, mais on a commencé il y a 2 ans. On a déjà publié 2 papiers scientifiques avec mon confrère le docteur Eza Moubari et notre équipe entre Harvard et Cedars Sinai. On a déjà donc 2 papiers publiés dans papiers scientifiques. Et c'est vrai que c'est un sujet moi qui me passionne complètement. Et puis bien évidemment la peau artificielle, qui est un sujet que vous suivez de près, puisque vous travaillez sur ce projet de peau artificielle, qui a même obtenu un financement et qui donne évidemment beaucoup d'espoir à toutes les personnes qui sont brûlées ou qui ont justement des tumeurs cancéreuses. Exactement. Alors justement, la peau artificielle, c'est un PEPR 2030 qu'on a eu avec donc le professeur Smaja, pour lequel je suis à l'hôpital européen Georges Pompidou, et le docteur Fortunel. Et c'est un projet en 2 mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait depuis 40 ans que la peau artificielle existe. Et pourquoi elle n'est pas dans les hôpitaux ? En fait, c'est pour une raison assez simple, c'est que la peau, on rejette la peau. C'est-à-dire que si c'est pas ma peau, si je ne fais pas des autogreffes, eh bien ça rejette. Un peu comme tous les organes finalement. Comme tous les organes, mais encore plus la peau, parce que la peau est l'organe le plus immunogène du corps humain. Et en fait, si jamais vous avez une solution pour en fait mettre des cellules immunocompétentes, donc c'est notre projet 2030 qu'on a eu avec le PEPR, si vous arrivez à avoir des cellules immunocompétentes, eh bien vous pouvez faire cette peau artificielle universelle. Et ça, c'est ça notre sujet, et j'espère qu'on va y arriver dans les 3-4 prochaines années. Passionnant de vous écouter. Merci d'avoir pris le temps, d'être passé sur le plateau Tech & Co pour expliquer quelques-uns de vos travaux. Et écoutez, avançons, et puis vous serez toujours le bienvenu pour nous expliquer vos travaux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, professeur Alexandre Lelouch, chirurgien plasticien et chercheur donc à l'HEGP, pour terminer ce Tech & Co. Merci de nous avoir suivis, très belle soirée. Rendez-vous demain, bien sûr, mercredi, on sera là dès 19h30, et les replays, les podcasts qui vous attendent d'ici là, bien sûr. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.